Nous sommes en Italie, en 280 avant Jésus-Christ. Après une phase d'expansion très rapide en Italie centrale, Rome finit par inquiéter les cités grecques de la péninsule. Celles-ci, par crainte de se faire annexer par ce gênant voisin, appellent à l'aide Pyrrhus Ier, le roi d'Épire et le cousin d'Alexandre le Grand. Néanmoins, sur le champ de bataille, le souverain rencontre davantage de difficultés que prévu. D'une part, la légion manipulaire romaine est extrêmement efficace contre ses phalanges. D'autre part, les Romains sont des guerriers très agressifs qui intimident les phalangistes. Heureusement pour lui, les éléphants de guerre provoquent la panique chez les Latins qui s'enfuient en courant dès qu'ils les voient. Bref, si le grec obtient l'avantage, c'est uniquement grâce au pachyderme. Ses pertes sont beaucoup trop importantes pour envisager la conquête de Rome. Il a perdu presque un homme sur 4 en 2 batailles. Bien sûr, ses alliés peuvent lui envoyer du renfort, mais les troupes qu'il reçoit sont de mauvaise qualité et ne sont pas au standard de son armée. Or, si les Romains ont des pertes supérieures à lui, le Sénat peut les renflouer en levant de nouvelles troupes sur son territoire. Pyrrhus demande alors la paix, essuie un refus catégorique de la part de l'autre camp et se retire vers le sud. Déçu, son regard se tourne alors vers la Sicile, dont la conquête serait plus facile et surtout plus rentable. En effet, les Grecs de la région sont en lutte contre une autre cité, elle aussi en pleine expansion, qui prend le nom de Carthage. En 279 avant Jésus-Christ, après une deuxième victoire en demi-teinte, le roi d'Épire Pyrrhus Ier échoue à signer la paix et retourne à Tarente. De là, il entend l'appel des Grecs de Sicile, qui, après des décennies de lutte acharnée contre Carthage, lui propose une intervention sur leur île. Mais avant de foncer tête baissée, le souverain veut en apprendre un peu plus sur son futur ennemi. Avant même que Rome ne soit fondée, Carthage était une colonie construite par la civilisation antique qu'on appelle les Phéniciens. Établis dans la région actuelle du Proche-Orient, les villes d'Arvad, de Guébal, de Sidon et de Tyr sont les principaux relais de leur puissance. À l'instar des Grecs, les Phéniciens cherchent avant tout à écouler leurs marchandises et naviguent partout en Méditerranée. Des comptoirs sont alors fondés sur les côtes, comme à Panormus, aujourd'hui Palerme, à Agadès, aujourd'hui Cadix, ou à Carthage, tout près de Tunis aujourd'hui. Rapidement, c'est ce dernier emplacement qui retient l'attention car la colonie est extrêmement bien placée. Elle peut intervenir dans le détroit de Messine, par lequel transitent des milliers de navires chaque année. Elle est une étape importante pour tous les convois d'or et d'argent qui transitent entre l'Hispanie et l'Orient. Elle est une porte d'entrée pour le commerce avec l'Afrique, dont les ressources agricoles et minières sont immenses. Bref, en quelque temps, Carthage se construit un immense réseau marchand à travers tout l'Occident. Puis, vers l'an 500 avant Jésus-Christ, quand les Phéniciens se font envahir par les Perses, la colonie prend son indépendance et commence alors une expansion non plus commerciale, mais territoriale. En effet, alors que la Phénicie passe sous le joug de l'étranger, les Carthaginois prennent le contrôle des autres comptoirs phéniciens sur les côtes. Le nord de la Libye, les côtes de la Tunisie actuelle, les rives de l'Afrique jusqu'à l'Atlantique, le sud de l'Hispanie, les Baléares, les contours de la Corse et de la Sardaigne sont progressivement intégrés dans son empire. Forcément, une telle expansion a de quoi faire peur, surtout qu'elle empêche les marchands grecs de dominer la mer intérieure. Commencent alors les guerres gréco-puniques, entre moins 480 et moins 265, qui ont pour objectif le contrôle de la Sicile. La Grande Île est un carrefour des routes maritimes, et sa situation en fait l'une des terres les plus riches du monde antique. Carthage tente une première incursion, en moins 480, mais elle est défaite après son débarquement. Heureusement, Sparte et Athènes se font la guerre à cette époque, ce qui affaiblit considérablement le monde grec. Des expéditions sont menées contre Syracuse, qui domine alors la région, et à force d'incursions, de raids et d'affrontements, les Carthaginois prennent pied en Sicile vers moins 340. Finalement, vers l'an 315 avant Jésus-Christ, après une nouvelle guerre entre Carthage et Syracuse, les anciens Phéniciens se taillent la part du lion. Arrivé en moins 279, quand Pyrrhus s'interroge sur une éventuelle intervention, Carthage est donc devenu un danger pour les Grecs au même titre que Rome. La cité de Syracuse a perdu pied dans son précaré, les routes maritimes sont mises en danger, les Carthaginois deviennent trop riches, trop puissants et beaucoup trop rapidement. Avec son armée de phalangistes, d'éléphants et de mercenaires d'élite, le roi d'Épire pourrait au moins libérer la Sicile pour la faire revenir dans le giron grec. Et comme l'acheminement de renforts vers la Grande Île est une opération difficile, Carthage ne pourrait pas faire comme les Romains à remplacer leurs pertes après chaque revers. Sur le papier donc, la Sicile serait une conquête bien plus facile que la péninsule. Et ça tombe bien, la région est beaucoup plus riche et une partie de la population soutient Pyrrhus. Ainsi, en 278 avant Jésus-Christ, soit 2 ans après son arrivée en Italie, le roi d'Épire reprend la mer et débarque près de Syracuse. Accueilli en libérateur,
son armée enchaîne les succès. Tous les comptoirs de Carthage tombent les uns après les autres, obligeant les anciens Phéniciens à se replier sur l'Ilybéum. Mais de là, bien à l'abri derrière des remparts, construits sur une position naturellement forte, les défenseurs sont ravitaillés par la voie maritime et peuvent résister pendant des mois. Pyrrhos s'y casse les dents. Il manque de moyens pour prendre la forteresse d'assaut et ses éléphants sont inutiles pour assiéger la ville. Frustré, il prévoit donc un débarquement sur les côtes africaines pour résoudre le problème à la racine, sauf que cette fois-ci, la population de Sicile ne le soutient plus. Le roi des Pires augmente en effet les impôts pour financer son expédition, un coût financier absolument insupportable pour les habitants. Pire, Rome et Carthage ont même passé un pacte derrière son dos pour se soutenir mutuellement. La cité de Tarente est désormais assiégée, sur terre et sur mer, par les deux alliés. En somme, un véritable aveu d'impuissance pour Pyrrhos. En 277 avant l'ère commune, Pyrrhos essuie un nouvel échec en Sicile. Un peu comme contre Rome en Italie, il remporte victoire sur victoire mais ne peut conclure et signer la paix. Il reprend alors la route de Tarente, au moins pour la libérer d'un double siège terrestre et maritime, mais il est surpris par les Carthaginois quand il essaie de traverser la mer. L'embuscade est parfaite, la flotte de Carthage le prend au dépourvu, la moitié de ses navires est envoyée par le fond, une partie de ses troupes et la totalité de son trésor de guerre est perdue à tout jamais. Bref, c'est la catastrophe pour le roi des Pires. En conséquence, son armée sort très affaiblie de l'expédition et la Sicile repasse sous le contrôle de son ennemi. Mais ne pouvant rester sur un échec, il réunit ses forces à Tarente, il les remet d'aplomb, il est encouragé aussi par de nouvelles révoltes chez les Samnites et par la poursuite de la guerre chez les Étrusques. En moins 275, dans un dernier espoir, il tente alors une ultime expédition contre les Romains et coupe à travers l'Italie centrale. Les légions, quant à elles, attendent Pyrrhos de pied ferme devant la cité de Beneventum. Comme nous l'avons dit dans l'épisode précédent, les armées romaines et les armées grecques se connaissent par cœur désormais. En règle générale, la légion manipulaire prend l'avantage contre la phalange. Le problème, c'est que les éléphants de guerre sont inarrêtables. 4 ans plus tôt, les Romains avaient mis au point tout un système pour abattre ces animaux de plus de 4 tonnes. Rappelez-vous, nous avions parlé des chars à bœufs, renforcés de piques. Nous avions mentionné des projectiles, comme des arcs, des javelots ou des objets inflammables. Seulement, ce dispositif est beaucoup trop lent et il faut connaître l'endroit exact où attaquent les éléphants. La bataille d'Aosculum en avait montré toutes les insuffisances, car les pachydermes étaient cachés par le relief. Quand ils ont chargé tout à coup, les dispositifs prévus contre eux n'étaient pas prêts. Ainsi, dans l'objectif d'aller plus vite, la Légion prévoit toujours des marées de projectiles, mais également de quoi faire du bruit, beaucoup de bruit, de manière à effrayer les animaux. Les légionnaires emmènent aussi des porcs, qu'ils comptent enduire de liquide inflammable, afin d'y mettre le feu et de les diriger tout droit sur Pyrrhos. Normalement, le crispement du cochon devrait provoquer de l'effroi chez les éléphants qui se retourneraient contre leur camp. Même si l'on a très peu d'informations pour raconter ce qui va suivre, il semble que les Grecs aient très mal engagé le combat. D'abord, les Romains ont commis de nombreux massacres contre les Samnites, si bien que les renforts espérés par le roi des Pires sont très peu nombreux. Ensuite, comme la Légion garde les routes, les ponts et les points de passage, les phalangistes empruntent des chemins de montagne et se fatiguent rapidement. Enfin, quand l'armée grecque est finalement en vue de son ennemi, Pyrrhos tente une manœuvre de contournement qui échoue lamentablement. Il fait semblant de vouloir avancer dans une plaine, il s'assure que les légions tombent droit dans le panneau, puis, une fois la nuit tombée, il divise son armée en deux. La moitié de ses troupes doit faire le tour du champ de bataille, en coupant par la forêt. L'ennui, c'est que les Grecs ne connaissent pas le terrain et n'ont pas d'alliés pour les guider. En plus, les torches s'éteignent par manque de chance, si bien que les soldats se perdent dans la forêt. À la levée du jour, quand les Romains avancent contre l'armée principale, les effectifs de Pyrrhos ne sont pas rassemblés. Ainsi, alors que la troupe de diversion tente de faire demi-tour, les phalanges sont engagées par les manipules dans la plaine. Aucun détail de l'engagement ne nous est parvenu, mais si le récit romain dit vrai, les Grecs auraient dû lancer leurs éléphants dans la précipitation. Pas de chance néanmoins, les légionnaires ont appris de leurs erreurs et se déploient très rapidement. On entend les trompes, on entend les corps, on entend les tambours. Ensuite, on déclenche des marées de projectiles jusqu'à leur percer la peau. Éventuellement, des cochons auraient été enflammés, les pauvres bêtes se seraient jetées sur les rangs ennemis en hurlant de douleur. Tout cela, en plus du très mauvais déploiement de l'armée grecque, aurait rendu les pachydermes très vulnérables. Ces derniers se seraient alors retournés contre leur camp, auraient piétiné les phalanges de Pyrrhos, provoquant sûrement le désarroi parmi les troupes. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, les Grecs à eux seuls sont incapables de battre les manipules.
La déroute des éléphants sonne donc la déroute de l'infanterie et la fin de l'aventure pour Pyrrhus. Après la bataille de Beneventum, le roi d'Épire se retire à Tarente encore une fois. Ironiquement, il n'a connu quasiment que des victoires, mais n'a jamais gagné la paix. Battu 2 fois, à Lilybæum par les Carthaginois, puis à Beneventum par les Romains, il est contraint de repasser la mer. Ruiné, il réussit quand même à reconstruire une armée, puis à vaincre l'un de ses concurrents en Macédoine. Preuve donc qu'il est un tacticien hors pair, mais que le manque de recrues, le manque de soutien logistique et le manque de planification à long terme le condamnent à l'échec. Il meurt, par manque de chance, dans un combat de rue, seulement 3 ans après son départ d'Italie. L'occasion pour les Romains, toujours à l'affût de nouvelles opportunités, de monter en puissance sur la péninsule. En l'an 272 avant Jésus-Christ, soit 3 ans après le départ de Pyrrhus, les Romains n'ont plus aucun concurrent sérieux sur la péninsule. Ils soumettent donc Tarente, qui finit par jeter l'éponge, ce qui provoque la reddition des autres cités grecques. Plus au nord, les Étrusques, qui n'ont jamais reçu le soutien espéré, se retrouvent face à un ennemi supérieur en nombre. Impossible donc d'espérer la victoire, beaucoup de cités se rendent sans combattre, quand celles qui résistent sont livrées au pillage, à la destruction et à la déportation de leur population. Comme d'habitude, Rome s'appuie sur les aristocraties locales, qui peuvent conserver certains de leurs privilèges en échange d'une soumission rapide. Elle séduit également les marchands, qui trouvent un intérêt dans le droit romain, ainsi que dans ses infrastructures, comme les routes. Ensuite, chaque victoire donne lieu à des triomphes et à des ovations dans la capitale. Ces événements sont absolument cruciaux pour le patriciat, qui doit s'appuyer sur le vote populaire pour gouverner. Une victoire militaire donne une occasion de se mettre en avant, d'obtenir des richesses pour acheter le vote, d'acquérir de nouveaux territoires pour les redistribuer aux soldats. Bref, de quoi constituer, fidéliser et faire grandir sa clientèle, comme si les Romains étaient devenus dépendants de la conquête à l'extérieur. Ainsi, entre -272 et -268, toutes les provinces de la péninsule sont annexées par le Sénat. Sur cet épisode, nous concluons la première partie de notre série sur la République romaine. En 6 vidéos, nous avons suivi son expansion pas à pas, nous avons décrit comment la politique intérieure s'est modifiée au fil du temps, nous avons vu comment l'appareil militaire s'est modernisé. Maintenant, il nous reste à raconter comment Rome est passée de simple puissance régionale à puissance à part entière de la Méditerranée. Pour cela, il nous faudra décrire les guerres contre Carthage, qui, après s'être débarrassé de Pyrrhus, ne tolère pas que les Romains viennent chasser sur ses terres. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite, à laisser un j'aime ou un commentaire si le cœur vous en dit, et merci à tous les tipeurs qui soutiennent le projet. Alors à très bientôt pour les guerres puniques, et à très vite sur les batailles de France.